Salut les humains, bienvenue sur ma chaîne. Pas besoin de passeport ni de visa, on embarque tout de suite. Tout d'abord, je tiens à remercier chaleureusement les toutes premières personnes qui ont visionné ma première vidéo. Merci de votre soutien. N'hésitez pas à vous abonner pour être alerté lors de la publication d'une nouvelle vidéo. N'hésitez pas non plus à partager autour de vous, car je suis certaine que ces petites gouttes d'eau dans cet océan d'indifférence finiront par faire la différence. On commence tout de suite avec l'idée reçue numéro 2. Ils viennent pour nos allocations. Tadadam! Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose de faire un détour sémantique car les mots ont leur importance. Alors même si il est clair que nous parlons d'humains avant tout, malheureusement, on est régulièrement mis dans des cases et il en va de même pour les personnes en exil. Les mots ont une importance car leur sens va définir les droits auxquels les personnes pourront prétendre. Bon, tout d'abord, sachez, que pendant longtemps, le terme migrant ne revêtait aucun sens, juridique, mais que l'OIM, le définit ainsi: toute personne qui se déplace à l'intérieur de son État ou en franchissant les frontières internationales d'autres États, que son déplacement soit volontaire ou non. Ça, c'est la définition, générique, du mot migrant. Le terme étranger. On entend par étranger l'ensemble des personnes qui ne sont pas nationales dans l'État où elles se trouvent. Ça va de soi, mais c'est important de le rappeler. Le terme réfugié est défini depuis de nombreuses décennies. Il apparaît en effet dans la Convention des Nations Unies ou Convention de Genève, dans son article 1er, donc dès 1951. Doit être reconnue réfugiée la personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses convictions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité. Or, il faut savoir que les États signataires de cette convention sont forcément liés à elle, mais que chaque État reste souverain dans la manière de la mettre en œuvre et de la respecter. À noter que les mots, en fonction du contexte dans lequel ils sont utilisés, peuvent avoir des sens légèrement différents. Et en France, quand on parle de réfugiés, on parle des personnes qui ont demandé la protection à l'État français, qui ont déposé une demande d'asile et qui se sont vus accorder cette protection et donc obtenu le statut de réfugié. Alors, on entend aussi beaucoup d'autres termes. Alors, tout d'abord, il y a différentes catégories d'étrangers sur notre territoire national. Les étrangers qu'on pourrait qualifier de réguliers, qu'ils soient européens ou non européens. Ce sont des étrangers qui disposent d'un visa ou d'un titre de séjour. Ces étrangers sont légalement autorisés à résider en France. Il y a d'autre part les demandeurs d'asile. Je vous parlais tout à l'heure des réfugiés. Donc le demandeur d'asile, c'est le stade qui précède le statut de réfugié. C'est l'étranger qui a introduit une demande de protection parce qu'il est menacé dans son pays d'origine et demande de se voir accorder le statut de réfugié. Enfin, j'en arrive aux clandestins, aux sans-papiers, comme on les appelle de façon extrêmement déshumanisante et même fausse, car rares sont les personnes qui sont sans papier, au sens strict, au sens où elles n'auraient pas de papier d'identité, elles sont très très rares. Les clandestins, les sans-papiers, les étrangers en situation irrégulière sont des personnes étrangères qui sont sur le territoire français mais qui ne disposent pas de visa ou de titre de séjour. Elles n'ont donc pas le droit au travail, elles sont dans une situation administrative très précaire. Contrairement à l'idée reçue, ces personnes étrangères en situation irrégulière sont très souvent arrivées de façon légale sur le territoire, par le biais d'un visa touristique par exemple. Après ce petit point sémantique, regardons de plus près à quelles aides peuvent prétendre les personnes étrangères sur le territoire français, alors en respectant ces différentes catégories que je viens de vous définir, puisque d'elles dépendent les aides qu'ils pourront ou non percevoir. Tout d'abord, en matière de minima sociaux, il faut savoir donc qu'un demandeur d'asile, ne pouvant légalement pas travailler durant l'instruction de sa demande qui dure plusieurs mois, va se voir verser l'ADA, une aide temporaire au titre de sa demande d'asile, qui alors varie quelque peu d'une année sur l'autre, mais avoisine les 7 euros par jour. 7 euros par jour, oui, 7 euros par jour. Pour les étrangers en situation régulière, ils pourront, si leur situation le nécessite,
demander de toucher le RSA, à condition bien sûr qu'ils aient plus de 25 ans, comme les ressortissants français, qu'ils aient une autorisation de travail et surtout qu'ils puissent justifier de plus de 5 ans de séjour régulier sur le territoire français. Donc un étranger en situation régulière, mais qui ne justifie pas de 5 années de présence sur le territoire de manière régulière, ne pourra même pas prétendre au RSA, qui est la base de la base en termes d'aide. En sachant que le RSA est autour de 550 € par mois, donc c'est pas non plus la panacée, et je doute que nos amis étrangers viennent en France pour 550 et quelques euros par mois. Concernant les personnes étrangères âgées, donc j'entends par là de plus de 65 ans, elles pourraient prétendre à l'allocation de solidarité aux personnes âgées, à condition qu'elles respectent les conditions de revenus et qu'elles résident en France de manière régulière depuis au moins 10 ans. Oui, oui, au moins 10 ans. Voilà. Quant aux personnes en situation irrégulière, donc celles qui préoccupent la plupart du temps les personnes xénophobes, eh bien, il faut savoir qu'en matière de minima sociaux, les clandestins n'ont le droit à rien. Walou, rien du tout. En matière de santé, les personnes en situation irrégulière, elles, peuvent bénéficier de l'AME, l'aide médicale d'État, à condition de pouvoir démontrer qu'elles sont sur le territoire français depuis plus de 3 mois, qu'elles n'ont pas de ressources, qu'elles ont une domiciliation administrative. La domiciliation, je vous en parlerai sans doute dans une future vidéo parce que c'est une grosse problématique en France, qu'il s'agisse de personnes étrangères ou bien de personnes françaises sans domicile fixe. Et si elles arrivent à réunir ces 3 critères, elles peuvent espérer obtenir l'AME à condition que l'administration française ne complique pas les choses. À noter, on a entendu parler ces dernières années du non-recours au dispositif d'aide. Le non-recours au dispositif d'aide est le fait de pouvoir prétendre à une aide sociale existante et de ne pas en faire la demande ou de ne pas en bénéficier. Ce non-recours au dispositif d'aide existe dans la population nationale française, mais existe bien sûr aussi dans la catégorie des personnes étrangères. Il faut savoir qu'un observatoire du non-recours aux aides a été lancé en 2013 et que selon cette source, pour certaines aides, le non-recours avoisine les 40%. Donc 40% des personnes qui pourraient prétendre à une aide n'y font pas appel ou se retrouvent à un moment donné bloqués dans leur démarche et finalement ne perçoivent pas l'aide donnée. Donc c'est énorme, cela s'explique facilement par plusieurs facteurs: le manque d'informations, le manque de connaissances, c'est-à-dire qu'on peut connaître une aide mais penser que l'on n'y a pas le droit soi-même, la barrière de la langue dans le cas des personnes étrangères, la barrière administrative, il y a des formulaires à remplir, des pièces à fournir. On en revient encore une fois à la question de la domiciliation, il faut avoir une adresse pour entreprendre une quelconque démarche. Les personnes en situation irrégulière n'ont pas le droit de travailler, ce qui complique la situation alors qu'elles sont souvent en âge de travailler, qu'elles pourraient donc contribuer à la société si on leur permettait de le faire légalement. Les demandeurs d'asile, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, n'ont pas le droit pendant l'instruction de leur demande de travailler, ce qui les rend aussi dépendants et met en route un système d'assistanat auquel ils préféreraient sans doute ne pas faire appel. Résumé, une personne en situation irrégulière, celle qu'on accuse de venir en France pour piller nos aides sociales, eh bien ne peut finalement ni prétendre aux minima sociaux, ni prétendre à un travail légal, ne percevra pas le RSA, pourra, si tout se passe bien, simplement soigner ses bobos de manière urgente grâce à l'aide médicale d'État, mais celle-ci, rappelons-le, c'est un dispositif de santé publique car ne pas prendre en charge les maladies des personnes qui sont sur notre territoire
peut nous coûter, collectivement bien plus cher. Un principe, qui est établi par notre 5e République, qui énonce que tout être humain qui, en raison de son âge, de son état, physique, ou mental, de la situation économique, se trouve dans l'incapacité de travailler, a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens, convenables, d'existence. Ça mériterait d'être appliqué à l'ensemble de la population, quelle que soit son origine, sa couleur, son statut juridique. Et je voudrais, vous quitter en lançant cette petite, réflexion. Pensons-nous vraiment qu'une personne qui a parcouru, des milliers de kilomètres, qui a tout quitté, ses proches, son emploi, sa maison, sa culture, ses repères, pour venir, en France, heu, vient motivée par les aides sociales qu'elle pourrait, hypothétiquement, percevoir? Est-ce qu'on abandonne tout du jour au lendemain en prenant des risques pour les aides sociales que propose un pays? Je vous laisse répondre en commentaire.